Blanc mat, blanc. Si tu le savais. Souris, Françoise. Le plus grolandais des Nantais, pardon. Moi je suis on va payer 7,50 9,50. J'ai dit 9,50. Donc dans la construction de l'histoire belge, on nous vend une révolution de type bourgeoise, alors que c'est une révolution populaire fondée sur des émeutes de la faim, avec des Wallons qui sont montés. Et donc on nous brode une histoire selon laquelle les bourgeois se seraient révélés pendant les représentations théâtrales. La mouette, tout ça, c'est du violon. C'est de la folklorisation bourgeoise de notre révolution. Et après, on voit que c'était bien une révolution de type socialiste. Les socialistes étaient très forts à ce moment-là. C'est que, au contraire de la France, où on a éliminé les Rois, on en a mis un à ce moment-là. Ah oui, parce que... On en a mis un. Mais on a fait une monarchie constitutionnelle où le roi était complètement castré. D'accord, comme en France, Louis-Philippe. Et donc, quand il était au pouvoir, c'est une des rares familles royales qui n'a pas le droit de porter la couronne. Aucun de nos rois ne peut porter la couronne parce que les révolutionnaires de gauche de l'époque ont dit interdit. C'était pour bien marquer le fait que c'était un roi castré. Oui, et il n'est pas roi de Belgique, il est roi des Belges. Alors, mais comme Louis-Philippe, il était roi des Français, pas roi de France. Ah bon? Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est roi des Belges. C'est quand même assez hallucinant. Non, c'est bien. Hein.
Tout faux, non, tout faux. Merci Enedis. Merci. Eh oui. On a des réductions. Que se passe-t-il, monsieur? Que se passe-t-il? Je pense que après une telle source d'énergie surhumaine, je pense que ça risque de planer dans les chaumières. Ah oui, je pense que là, Airbus n'a qu'à bien se tenir. Oui. Je pense que là... Vous êtes fatigué, je sens que vous êtes fatigué un petit peu. Il y a l'avion qui va sortir, je sais plus, je l'ai pas ça. Il y en a une au moins qui n'est pas fatiguée. Les autres sont fatigués, vous n'êtes pas fatigués. Vous êtes fatigué ou pas? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Prouvez-le! 1, 2, 3, 4! Guarda, non ci piaci, tu muori a tutti la raga, puva ma bombi, da mo, però mi dormi nella cucchiera. Allez hop, un matin, une loupe chez moi. Faut que laisser le voiture chinois. Un starlight que je vois. Avec ma peur en wagon vert en caoutchouc. Comme un indien dans son loup. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, Danana, qui va marquer les bras sur des travailleurs sur paillasson. L'idée, comptée. Pour des kilos de bilan, petit en passant. À 4 kilos de vivant. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, aucune t'inquiète, que sur la planète. Il faut souligner que le ciel tombera sur la tête. Et que la tombe marchera. Ça plane pour moi. Allez hop, nanana, c'est tiré, c'est barré. En fait, c'est pas à tout casser. Les pieds, le barbe, les ancêtres. Filmez, allez filmer. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Ça c'est du comprenage. Ça c'est des patrons dans le disque. Oui, là ça peut être sérieux, là, il n'y a pas de problème de rappeur. On n'a jamais assez. On en avait jamais assez. On en a jamais assez. Est-ce que vous en avez maintenant? Est-ce que vous en voulez encore alors? Ça tombe bien. On a un renard. Allez tout le monde.
Sauf que, deuxième étape, parce que je vous dis, je vous demande 5 philosophes en une demi-heure. Sauf que ça va, Hegel et tout, machin, tranquille, 1830. Sauf que effectivement, ça peut avoir du sens, mais ça peut avoir du sens dans quel contexte? Dans un contexte qui est celui, quand même, grosso modo, du journal de TF1, organisé par Jean-Claude Pernaut, où effectivement on raconte les vieux métiers de jadis, où tu as l'artisan local, il fait de la confiture, où le mec il fait de la poterie, où l'autre il fait des trucs, des machins, des bidules et tout ça. Mais sauf que le monde a changé. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je vais engager le deuxième auteur, qui est très critique par rapport à cette conception du travail, et qui est, sous vos applaudissements, le philosophe Marx. Groucho Marx. Oui, Groucho. Pourquoi Marx dit-il il faut dépasser ça? Parce que Marx il dit, en fait, si tu veux, Hegel il est vachement intéressant, mais trop il est fixé sur TF1, tu vois. Et il y a un moment, il faut sortir de TF1, il faut sortir de Hegel, il faut parler du travail réel, travail concret. Et quand Marx essaie de parler du travail, il dit le travail ça va, c'est pas des vignettes sur TF1 qui durent 30 secondes où le mec il fait de la confiture dans des pots qui sont des pots en cuivre. Marx il dit en fait la vérité du travail c'est quoi? C'est des mecs qui bossent à l'usine ou dans des open space. Je sais pas si tu as vu des mecs qui bossent dans des open space. Tu vois? Les mecs qui bossent, ils n'ont même pas la glaise qu'ils peuvent faire monter. Tu vois? Donc, et donc, si tu veux, Marx il dit non. Ça va? Pause. Marx il dit la philosophie ici du travail, c'est quoi aujourd'hui? C'est que les choses ont été renversées, transformées, radicalement perverties depuis le 19e siècle. Et pourquoi a-t-elle été pervertie? C'est parce que dorénavant le travail ne permet pas l'objectivation de la subjectivité, par quoi je prends conscience de ma sensibilité et de mon pouvoir sur les choses. Et Marx dit en fait, il s'est passé quelque chose d'affreusement terrible, c'est que depuis que les gens travaillent, ils sont payés. Et ça c'est affreux. Peut-être y en a-t-il qui parmi vous travaillent ou un jour ont travaillé. Je ne le conseille à personne. Parce que les gens vous disent, oui mais quand vous travaillez, au moins vous avez une récompense, et une compensation c'est le salaire. Dans le cul, la balayette, avec le manche et l'étiquette. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi quiconque se fait baiser dès lors qu'il travaille avec en retour un salaire? Parce qu'en fait, dès lors qu'il t'arrive un salaire, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as bossé, tu as travaillé cette matière, là, par exemple cette glaise, tu vois, tu as un potier, tu es une potière, tu es passionné et tout, tu as fait monter ta petite... Colombin. Merci, tu as fait monter ta petite colonne et tout ça, tu es fier, tu as mis ta sensibilité, tu as mis ta subjectivité, sauf que le mec déboule et puis dit je te l'achète. Tu dis d'accord, mais je vais te la fignoler, je vais passer 3 heures dessus. Le mec il dit mais non, je vais te trouver quelqu'un qui va te la fignoler la colonne pour 1 heure. Et donc le drame quel est-il? Le drame quel est-il? C'est qu'en fait dès lors que tu t'inscris dans le monde, allez on va employer un gros mot qui est le monde de l'économie capitaliste, qu'est-ce qui se passe dans le rapport au travail? Dans le rapport au travail, dès lors que tu vas essayer de verser un peu de ta subjectivité dans les objets, le problème c'est quoi? C'est qu'en retour, écoute bien, en retour, on va te dire, moi tu produis quelque chose, mais cela que tu produis, je te l'échange comme un salaire, et ce salaire, quel va-t-il être? Le moins possible. Parce que si tu prends ton temps, si tu vas mettre 3 heures pour verser de ta subjectivité dans ton pot de fleurs, dans ton vase, moi je connais un mec qui va passer 2 heures, lui. Et donc qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ben, tu vas passer 1 heure pour être sûr d'être pris. Mais quand tu vas passer 1 heure, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir y verser toute ton âme et toute ta sensibilité? Mais non! Et donc le résultat c'est quoi? C'est que dans une économie capitaliste comme son nom l'indique, c'est quoi le drame? C'est qu'en fait, certes il y a des travailleurs, mais le travailleur il est contraint par quoi? Il est contraint, s'il veut gagner son salaire, à gagner un salaire qui va être, avec le chantage suivant, c'est que de toute façon, toi tu auras un salaire qui sera un salaire bas, avec le peu de temps qui te sera accordé, dans lequel tu n'auras pas le loisir de verser un peu de ta subjectivité. Tu saisis ça? Donc des fois les gens ils disent, ouais, un travail il faut son juste salaire. Mais dès qu'il y a un travail, il n'y a pas de juste salaire. Et même Marx, il y a un texte absolument incroyable. On est en 1844. Il écrit un texte qui s'appelle les manuscrits de 1843. On n'a pas résolu ce paradoxe. Et dans ce texte, il dit la chose suivante. Il dit en fait, le drame du travail, c'est quoi? Les gens disent, ah ben parce que les gens ils travaillent, en fait, ils se font exploiter. Marx, il dit non. C'est vrai, le drame du travail, c'est pas que les gens ils se font exploiter. Le drame du travail, c'est qu'ils se font aliéner. Qu'est-ce que c'est l'aliénation? Qu'est-ce que c'est l'aliénation? Peut-être tu as vu un film qui s'appelle Alien. C'est un film marxiste-léniniste qui a été écrit par un mec qui s'appelle Ridley Scott, qui est un crypto-trotskiste. J'ai les infos, je vous les donnerai tout à l'heure au bar. Et en fait, dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nana, elle s'appelle Sigourney Weaver.
Et trop, ce nana, en fait, elle a des problèmes de digestion. Tu comprends? Et en fait, elle sent un alien en elle. Elle sent un alien, et en fait, elle se fait une boule au ventre. Et ça fait une boule au ventre, et après qu'est-ce qui se passe? Elle va mal. Tu comprends? Et ben ça, c'est les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent sont tous avec un alien de Sigourney Weaver, écrit par Ridley Scott, le crypto-trotskiste, qui nous explique que les gens, par exemple, ils disent « J'aime pas y travailler le lundi matin, j'aime pas lundi matin ». Les gens, ils n'ont rien compris. C'est pas qu'ils aiment pas lundi matin, c'est qu'ils aiment pas le capital. Et en fait, c'est pas qu'ils ont la boule au ventre, c'est qu'en fait, ils sont aliénés. Ça veut dire quoi, aliénés? Ça veut dire qu'ils vont au travail lundi matin, mais ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils vont mettre quelque chose en eux, quelque chose d'eux, dans le travail, de leur subjectivité dans le travail, et ils vont se faire baiser leur gueule, niquer de l'ongle par leur patron, qui en échange va leur donner un salaire de merde. Salaire de merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as mis ta subjectivité, en retour, je te donne une valeur objective, quantifiée, chiffrée, numérisée, qui va être la plus basse possible. Et tu vas être élargi au niveau du cul à 5. Je résume, si tu veux, tu vois, hein? Et ça, c'est vachement important, parce que ça veut dire quoi? L'aliénation, c'est là. Ça veut dire que, dès lors que je vais au travail, en fait, j'ai une dégradation subjective, parce que je ne retrouve pas dans le fruit de mon travail le miroir parfois. Je prends conscience de moi comme sujet à cause même du salaire, même si le salaire il est haut, parce que le salaire il est quantitatif. Tu mesures ça, et donc Marx il dit pas simplement le drame du travail c'est l'exploitation, il dit le drame du travail c'est l'aliénation. Quiconque travaille est aliéné, même si tu gagnes de la thune. Par le fait que tu gagnes de la thune, tu es réduit à du quantitatif et tu n'es pas capable d'être de la subjectivité. Et donc Marx il dit va niquer le capital, sa race. Je résume un peu, si vous voulez, effectivement, le livre 2 du Capital. Ça va? Vous saisissez? C'est vachement important parce que ça veut dire quoi? Et je cite encore les mots de Marx qui sont stupéfiants. Et c'est le deuxième auteur, et je conclue avec lui. Marx nous dit quiconque travaille, les ouvriers qui travaillent, ils connaissent une dégradation. C'est pas une dégradation économique parce qu'ils sont mal payés. C'est pas une dégradation politique parce qu'au pouvoir, il y a des Barnier et des autres. Ils connaissent, nous dit Marx en 1844, une dégradation spirituelle. Parce que leur expérience subjective a été dégradée par le fait même qu'ils rentrent dans le régime du salariat. Quiconque travaille est aliéné, quiconque est aliéné ne connaît pas la possibilité d'être reconnu comme une subjectivité vivante, et donc l'horizon du travail, c'est le burn-out. Ça va? Tu comprends ça? On est vachement loin de Hegel. Hegel s'imaginait pas ça, il était branché sur TF1. Tu vois? J'en rajoute une deuxième couche, troisième auteur. Encore un Allemand. Le mec s'appelle Nietzsche. Tu vois? Et Nietzsche, qu'est-ce qu'il dit? Nietzsche, il écrit un texte qui s'appelle Aurore. Quand est-ce que ce texte? En 1888, il s'appelle Aurore. Il a jamais lu Marx. On n'a rien à foutre de lire Marx. Et d'autres choses à faire de sa vie. Il est malade. Et donc, en fait, il se balade. Il fait de la marche à pied et il dit je vais me balader notamment en Italie parce que je mangeais des nouilles, ça va me faire du bien par rapport à ma schizophrénie, par rapport à ma chouille aussi et par rapport à peut-être à ma bipolarité. Donc il mange beaucoup des nouilles et à la fin il meurt. Et donc si vous voulez, mais on s'en fout. Et donc si vous voulez à la base, Nietzsche dit quoi? En 1888, il écrit un texte qui s'appelle Aurore. Et c'est vachement intéressant pourquoi? Parce que dans ce texte, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit la chose suivante, il dit moi aussi je connais des gens qui travaillent. Nietzsche n'a jamais travaillé, hein. Je veux dire il a sa dignité quand même. C'est un mec à sa fierté, hein, tu vois. Mais moi, il n'a jamais travaillé. Il dit, je connais des gens qui travaillent, par exemple, tu vois. Par exemple, les mecs qui sont profs en fac. Et donc, il dit, comme ça, je connais des mecs qui travaillent. Le mec qui travaille, et qu'est-ce qu'il fait la sainte journée? Et Nietzsche dit, il dit la chose suivante. Alors, il faut que je vous fasse un détour. Il dit, rapidement, ça, hein, il dit la chose suivante. Il dit, vous êtes tous et toutes habités, si vous voulez, par une volonté de puissance. Ça paraît pas, hein, je vois vos tronches et tout, je me dis c'est bizarre, hein, quand même. Mais Nietzsche dit quand même, vous êtes tous habités pour une volonté de puissance. Qu'est-ce que c'est la volonté de puissance? Très mauvaise traduction, c'est la puissance de la volonté. Ou plutôt encore, très mauvaise traduction, vous êtes habité par un vouloir qui ne dépend pas de votre volonté. Il faut boire. Un vouloir qui ne dépend pas de votre volonté. Il y a en vous des forces qui vous travaillent. Il y a en vous des rêves qui vous habitent. Il y a en vous des obsessions qui vous transportent, ou parfois qui vous transcendent, ou parfois qui vous anoblissent, ou parfois qui vous enlaidissent. Mais qu'importe, l'essentiel c'est cela, c'est que vous êtes traversé par des puissances, vous êtes traversé par des croisements de force, qui sont physiologiques, qui sont psychologiques, qui sont historiques, que sais-je. Mais le résultat c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a deux catégories d'êtres humains. La première catégorie d'êtres humains c'est quoi? C'est ceux qui, avec ces forces qui les traversent et qui les travaillent, décident, consentent à ces puissances et décident d'en faire quelque chose. Par exemple, c'est les artistes. Artiste, c'est pas un métier, hein.
Artiste, c'est pas simplement être en résidence à la Villa Médicis de mes deux couilles, hein, ou c'est pas simplement être exposé dans un musée. Hein, tout ça. L'artiste, c'est par exemple, tu vois, par exemple, Séraphine. Séraphine, elle était femme de ménage auprès du frère de Van Gogh, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était habitée par une obsession, c'était la beauté des fleurs. Et donc, dès qu'elle pouvait, dès qu'elle finissait les ménages, elle prenait un carton, elle prenait une porte d'armoire, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait ses pastels, elle faisait la beauté des fleurs. Elle faisait la beauté des fleurs. Il lui manquait le rouge, elle n'avait plus de pastel rouge. Elle faisait sécher du sang de bœuf qu'elle allait chercher chez le boucher. Elle le frottait, elle mélangeait avec un petit peu d'huile et elle dessinait comme ça. Elle est habitée par une puissance qui la traverse. Elle est obsédée par la beauté des fleurs. Comme Van Gogh lui-même était obsédé par ce qu'il appelait la haute teinte jaune qu'il trouvait essentiellement dans la palette graphique et le pastis, nous, Arles. On est d'accord. Ça, c'est quoi? C'est des gens qui ne cèdent pas sur leurs désirs. Ils sont habités par des désirs qui les traversent et ils y consentent. Ils sont bien rares, les gens comme ça. Et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sentent qu'ils sont habités par des puissances. Je vais parler comme Nietzsche. Ils sentent qu'ils sont habités par des puissances qui les traversent et qui les débordent et qui leur permettraient d'accoucher d'une œuvre singulière, quitte à ce qu'elle les dilacère. Et bien ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils y renoncent, voire même, ils la répriment chez les autres. Ça va? Et Nietzsche nous dit, putain, sa race, à quoi sert le travail? Est-ce que vous croyez que le travail, ça sert à produire des biens? Est-ce que vous croyez que le travail, ça sert à produire des services? Mais de la merde, en fait. Nietzsche dit, le travail, c'est une invention qui est extrêmement perverse, qui a été inventée par, dit-il, le dernier des êtres humains. Et c'est quoi le dernier des êtres humains? C'est au fond, pourrait-on dire, le gouvernement Barbier. Le dernier des êtres humains, c'est quoi? C'est ceux-là qui, tellement intimidés qu'ils sont par la puissance qui les habite, tellement intimidés qu'ils sont par la force qui les traverse, vivent avec une telle haine à l'égard de la vitalité qui les submerge et qui les déborde, vont tout mettre en place pour la juguler et la réprimer. Et l'un des biens par lesquels on peut réprimer, juguler la volonté de puissance, parce que j'appelle en fait la puissance d'un vouloir qui déborde, et bien c'est quoi? Nietzsche me dit, en 1888, c'est le travail. La vraie fonction du travail, ce n'est pas économique. La vraie fonction du travail, elle est anthropologique. Dans ces époques tardives qui sont les nôtres, la vraie fonction du travail, c'est tout faire pour que nous puissions retarder le moment d'affirmer une singularité par quoi nous sommes traversés par des puissances qui n'ont rien à voir avec la normalité, qui n'ont rien à voir avec l'intégration, mais qui nous transportent dans un ailleurs de nous-mêmes, qui font que, au fond, nous sommes portés par un désir qui nous porte au-delà de nous-mêmes. Et on pourrait presque dire qu'il ne faut pas mégoter. Il y a deux types d'existence. Il y a la personne qui décide de vivre avec style, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre enfoiré. Et puis il y a la personne qui décide de ne pas vivre avec style, mais qui décide effectivement de s'inscrire dans un régime qui est celui de la normalité, l'efficacité, la rentabilité. Mais d'abord, dans la haine de celui-là même qui voudrait affirmer une singularité. Vous saisissez ça? Donc le coup de force ici de Nietzsche qui est vachement intéressant, c'est qu'il dit la fonction du travail ne doit pas être économique, la fonction du travail c'est fabriquer une nouvelle anthropologie dans laquelle au fond on pourrait presque dire que l'homme, l'être humain retarde le moment de s'assumer comme être humain en tant que là où il y a un être humain, il y a d'abord celui qui est capable, celle qui est capable de tirer une flèche au-delà, la flèche de son désir, au-delà d'elle-même. D'ailleurs, il donne un nom pour ça, il dit c'est le surhumain. Le surhumain, c'est quoi? Il dit, mais je sais pas. Puisque justement, c'est ce par quoi il va y avoir au-delà de moi quelque chose qui me dépasse et auquel je ne peux pas avoir prise, saisie ou compréhension. Ça va? Vous mesurez ça? Et donc, je vais conclure avec Nietzsche quand même. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Nietzsche conclut en 1888 en disant, ces mots, et dans une société où le travail est élevé en valeur suprême, la sécurité, dit-il, la sécurité est élevée au rang de divinité suprême. Ben oui, c'est très logique. C'est très logique. Parce que dans un monde dans lequel vous renoncez à la possibilité de vous affirmer dans votre singularité, dans un monde dans lequel vous mettez en avant le travail par quoi vous renoncez à tout ça, à l'évidence, ce qui se joue, c'est quoi? Ben, c'est la haine de la possibilité de sortir de la norme, et donc c'est l'apologie de la sécurité. Et tout ça sert à quoi? Sert à ceux-là même qui sont au centre de commandement et qui retardent chez chacun d'entre nous le temps et le moment de vivre.
Ça va, vous le saisissez? C'était le troisième auteur après Hegel, après Marx et après Nietzsche. Sous vos applaudissements. Où le temps a été avec nous. Monsieur le président Macron et sa femme, la ravissante Brigitte, vont monter sur cette scène pour faire une cérémonie grandiose dont je n'ai pas tout à fait compris la substance, mais vous comprendrez parce que c'est une cérémonie qui est dédiée au peuple. Arrêtez de le huer. À sa place, est-ce que vous feriez mieux, franchement? Alors, monsieur le président, je vous laisse la place. Je crois que vous devez nous faire quelque chose de très populaire, comme vous avez l'habitude. Bravo, monsieur le président. Merci, mon cher ami, merci. Grolandaises, Grolandais, en ce jour magnifique de fête païenne, c'est un moment de divertissement pour faire diversion. Merci avant tout aux intermittents du spectacle. Merci à Oubla, merci à Ginette Rebelle. C'est important, du pain, des jeux, du vin. Et s'il n'y a plus de pain, bah, vous prendrez de la brioche. Alors en ce jour de crade carnaval, vous le savez, les rôles sont inversés. Oui. Et aujourd'hui, vous, peuple enfantin et puéril, allez prendre la place de votre monarque. Oui, les rôles sont inversés, les enfants sont adultes, les femmes sont adultes aussi. Et en ce jour très précieux, eh bien, vous allez directement choisir votre représentant qui va faire reculer. Merci. Qui va devenir monarque et vous allez recevoir les clés du Fifi-Gros. Mais va faire reculer. Je sais pouvoir vous faire confiance. Vous m'avez choisi 2 fois. Vous avez une certaine raison, je le crois. Même si vous dépensez tout votre argent grassement payé par le RSA dans l'alcool et le jeu. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est votre fête. Alors, qui avez-vous désigné, peuple, pour vous gouverner? Ta grand-mère. Ma grand-mère? Non. Qui dans l'Assemblée? Nicolas Sarkozy. Ils sont même pas capables de désigner quelqu'un, donc on va désigner quelqu'un. Alors, Brigitte. Bibi va désigner quelqu'un, vous avez voté, et bien nous allons désigner à présent un représentant. Alors, attendez. Je regarde. Moi. Alors, monsieur, vous vous appelez comment? Gilou. Gilou. Non. Ça n'est pas une question de nom. Non, ça n'est pas une question de nom. C'est autre chose. C'est une question d'équilibre. Désolé, Gilou. Désolé. Alors, qui d'autre? Une femme, peut-être? Oui, alors... Une femme. Pourquoi pas? Madame, avec une fleur jaune, vous savez comment? Non. Vous appelez comment? Non, elle ne veut pas. C'est fâcheux. Personne ne veut. Mademoiselle devant, comment vous appelez-vous? Batman. Je propose Batman. Trop à gauche. Faut un équilibre. Alors, plus à droite. Je vais chercher vers la droite. Non, un équilibre du milieu. Bien du milieu. Vers là. Le milieu ici. Ah, le milieu tout à droite. Oui. Bien du milieu tout à droite. Ah, les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin, magnifique. Alors, ça ira comme ça. Les oreilles de lapin, très bien. Magnifique. Ah, vous prenez les oreilles de lapin? On va prendre les oreilles de lapin. Alors, les clés. Les clés, merci. Vous voyez les belles clés, n'est-ce pas? Alors, les clés. Alors,
excusez-moi, il faut que j'attende, il faut que je trouve les bonnes clés. Alors ça, c'est les clés de l'Élysée. Bon, c'est comme ça. Les clés du coffre-fort d'Alexandre Granola. Vous l'avez oublié celui-là. Hein, la clémentine. La clé de ma garçonnière. La clé de la niche de Darmanin. La niche reste, mais on va changer de niche là-dessus. Et enfin, la clé du Muflin, non, c'est celle-ci, La clé du Fifigo. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, vous avez décidé. Et c'est donc Monsieur Lapin qui va avoir. Venez, Monsieur Lapin. Les clés. Il est bien. Vous l'avez choisi. Les clés. Ah non, je suis pas prêt. Non, montez pour moi. Je garde le pouvoir. C'est moi. Veuillez nous excuser. Je pense que d'ici une journée ou deux, une semaine ou deux, ou un mois ou deux, enfin, je vous promets qu'il reviendra avec un nom, hein. D'accord? Mais là, c'était pas le moment. D'accord? Merci beaucoup, hein. Au revoir. Micro. Reviens, micro. Allez, salaud. Allez, chercher. Vous êtes prêts? On va en faire plusieurs. Hein. Juste un petit essai. Et attention. Moi j'aimerais faire une petite intervention pour le PAC 40. Le PAC 40, il n'y a pas d'extrémisme. Le PAC 40 n'est pas là. Et sur le PAC 40, ben, c'est pas pareil quoi. Donc 200 balles le PAC 40. Ça va, il n'est pas là le PAC 40. Il a renouvelé son statut. C'est bon. Ok, on y retourne. Viandez. Donc on fait un Viandez au Groenland. Viandez au Groenland. Ok, on en fait plusieurs, attention. Et 3, 2, 1. Ok, on en fait un peu bien le geste vers vous, que les gens viennent à nous, que les gens viennent au Groenland. Avec tout droit aussi. Attention. 3, 2, 1. Il était très bien celui-là, un petit dernier. Et attention, 3, 2, 1. Merci bien. Les genoux, combat. Oh, ça y est, le pouvoir a été repris par Lénine. Gilou n'est plus président. Comme Kerensky en 1917. Merci. Nous avons reconnu ça bien, vous reconnaissez ça va et vous? Ça va. Oh, and up she rises, say, hey,
the morning. Shake this ball with a wristy riser, shake this ball with a wristy riser, shake this ball with a wristy riser, early in the morning. Hey, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, early in the morning. That's what we do is drunken sailors, that's what we do is drunken sailors, that's what we do is drunken sailors, early in the morning. Hey, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, early in the morning. Donc écoute, ça va pas tarder, ça va pas tarder. What shall we do is drunken sailor, what shall we do is drunken sailor, what shall we do is drunken sailor, early in the morning. Hey, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, say, oh, and up she rises, early in the morning. Merci Toulouse. Attendez, je lance la commande, je vais vous voir. Donc mets la chambre pour Rico s'il te plaît. Société Uber Eats, on est en livraison sur Toulouse en ce moment. Donc n'hésitez pas à commander. Hein. N'hésitez pas à commander. Au mur tout couvert de lierre, autour de vous, c'est le nom du cabaret. La serpentine grisotille, légère comme un papillon, comme son vent ses yeux pétillent, nous l'appelons la balle de l'eau. Nous y pensons la nuit, nous y rêvons le jour, ce n'est que mettre de l'eau, mais pour nous c'est l'amour, la main de l'eau, viens nous servir à moi. Tout le soleil, encore le temps de beau, et chacun me raconte une histoire. La taille ou le bobo, et l'église au fond d'un mot, dont le fier clocher s'inspire dans l'eau, dans l'ombre d'une rivière. C'est mignon. Il faut que t'avais des paroles chez moi. C'est là que tu vois la faillite de l'école. Ne pas apprendre les paroles de toutes les chansons à l'école, c'est pas normal. Non. Ah non, écoute, ils connaissent Full Sentimental. Oui. Oui, c'est ça. Full Sentimental. Oh, c'est vieilli ça. Non, là c'est derrière. Mais attends, on cherchera, ce sont des voix de notre temps que tu connais, c'est clair. Le XXe siècle évolue depuis très longtemps. Oui, mais... Et il faut que cette image le dise, cette image numérique. Oui, mais il est encore bourré. Moi, je suis un cinéaste du 19e siècle. Et alors, camarade. Tu es un photographe presque. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose de la photographie dans ta démarche. Au fond, il fait des photos en mouvement. C'est ce qui est redoutable. On se retrouve comme ça dans le cinémathèque. Il aime la félicité dans le mouvement. Ça, c'est les vrais. Et le mouvement de la félicité aussi. Car c'est son rotor. Et Laurent, j'ai compté les militaires, les trois militaires. Oui. Alors. Ah, je sais pas, t'auras plus voilà. Alors, il y a nos amis belges, où sont nos amis belges? Alors, non.
Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les assassins, c'est le mais pour l'espèce il n'y en a plus, car seuls sont les recul. Bravo les gars. Je pense que le Radical n'était pas là. Dégueulasse quoi, quelle honte. On devrait vous virer, on devrait vous virer. Ça tiendrait qu'à moi. N'importe quoi. Si vous voulez, je peux vous choper. Tu sais pas ce qu'il y a dans le boudin. Ah, c'est de la culture. Ah, c'est magnifique. Même si c'est de la culture. Sola Conte. On a chanté les Parisiennes, on a continué leur chapeau. On prétend que les Norvégiennes sont les souveraines d'un monde nouveau. On a chanté les Parisiennes, on a continué leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vendent aux arènes pour leur sombrero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Bien que les Américaines soient les souveraines d'un monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au sang des rigolos, vous avez un jour la peine de vous battre à double bateau, à l'écouter le 2 semaines de la tour mexicaine contre la Mexico, Mexico. Le maladie des codes et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Je peux me permettre ici le fils de rue, blanc, ma tactique qui était top, Igor qui s'endort, ivre mort, comptoir du bar, un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor il dort, près de son oreille, merveille, réveil vermeil, lui prodigue des conseils, pendant son sommeil. Takati taki té, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Vite-toi tes tu attendu, tac, à te buter, écouter ton quartier. Ta tactique était toc. Tic-toc, tic-toc. Tu te tâtes au trécroc, il faut tout frotter, contre-attaque au comté. Carte de comté, et quitte ton quartier. Takati takité, takati takité, takati takité. 1, 2, 3, 4. Tout à côté, des catins, des gâtis, taquiner ta coquette, et des petites coquettes, tout en tricotant, qu'à côté t'es discuté d'un compte toqué, qui comptait tantiquant tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, oh matin quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, voilà. Mon fils a déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus de leur prothèse. À toi de travailler. Il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélicon. Viens va voir du cirque ambulant. Il y a déjà un hélicon. Choisis le clown, être clown ou acrobate comme ta maman. Bon, je veux jouer de l'hélicon. Tiens, va voir ton ami qui n'est pas très intelligent. Je suis de l'âge avec lui. Mais maman, c'est pas ça le argument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Après, il y a l'histoire de le tuba de la femme au trou.
Ah, la femme tronc qui est si bonne. Ouais, la femme tronc qui est si bonne. Et maman, peu importe que le trombone. Moi je veux jouer de l'hélicoptère. Voilà. Ça vaut la légion. Et pan, 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 le temps qui tombe, on l'a tué à coups de marteau. Et on a fait graver sur sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicoptère. Il y a Fanny et Françoise. Elle s'appelait Françoise. Il y avait le lingaton qui vendait les au pays il y avait une fille qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime bien les glaces au chocolat. Chez Pan pâtissier en avait plus. Je me suis passé de glace au citron marron et j'ai mangé pour tout. Dessert du camembert, le camembert c'est bon. C'est bien fait. Vive l'amour. À ce propos, revenons à nos agneaux. Parle bien de toi. Ah oui. Eh, viens avec nous. Ah, j'en ai une bien si vous voulez. Chanson de Jean-Yann. Oh là. Ah. Jésus-Christ dit aux apôtres, faites comme moi, marchons sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Et voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques inventé le ski nautique. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ dans le silence du jardin des Oliviers dit je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc c'est tragique inventé l'autocritique. Alléluia, 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 Alléluia. Daniel Lalo. Non. Chez le boulanger, on m'a dit, vous avez un petit quelque chose dans le regard. Poli, je fais. Une belle marquise m'a dit, vous avez un petit quelque chose dans le regard. Et je me suis regardé dans la glace. Je fais, tiens, j'ai un petit quelque chose dans le regard. C'était une mouche, une jolie mouche, une si jolie mouche que j'en ai fait cadeau à mon ami. Elle m'a posé sur la peau blanche de sa gorge. Ça lui va bien, ça lui va tellement bien. Une belle marquise lui a dit, vous avez un petit quelque chose dans le cou qui me rend fou. Sans rien dire, elle est partie avec lui. Alors j'ai fait, ah, le salut. Oh mon père, tu peux te le mettre au cul, les gondes et puis le fromage. Moi aussi qui chantais le père de Dorian, c'était... Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait vérité sur certains. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, ah non, je sais pas. Plat qu'un plat, aussi petit qu'un simple confet. C'est mignon, il va faire l'offrir et le fondire, l'offrir et le fondire. Je suis gendarme des jeux de mon or, étant soldat de mon métier, étant soldat de notre métier, être le collègue à part d'or, et c'était que nous sommes bien faits, et c'était que nous sommes bien faits. Dans toutes les foires à la cola, aïe, c'est ma pourquoi pour faire loi. Oui, mais ça connaît bien. Ah oui, mais moi je connais l'origine, enfin, c'est le Pandore. Ah, c'est brigadier, oui, brigadier, les Pandore, brigadier, vous avez raison. C'est Gustave Nado, ça. Ouais. Brigadier.
Viens